Ben bonjour, et puis ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui à notre webinaire d'Escalon. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que moi, j'apprécie beaucoup. On parle de gestion du changement en organisation. Puis aujourd'hui, on va parler de la résistance au changement. Démystifier la résistance au changement parce que si vous avez déjà été dans une poste de gestionnaire, vous savez probablement ce que c'est que la résistance au changement. Nous autres, en consultation, c'est une des choses, un des concepts en management dont on entend le plus parler sur le terrain, dont nos gestionnaires nous parlent le plus, la résistance au changement, c'est quand les employés ne veulent pas participer, puis vous me voyez mettre des guillemets dans la façon dont je parle, c'est dans le point de vue, évidemment, des personnes, des gestionnaires qui ont l'impression que les employés ne veulent pas participer aux changements organisationnels qui sont proposés dans l'organisation. Je suis j'avance pas. J'avance dans mon PowerPoint. Je suis Catherine Frenette, titulaire d'un MBA en management, experte en développement des talents et des organisations chez Escalon et aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval en management. Escalon, c'est une compagnie qui offre un software as a service, un produit en ligne, un portail qui permet aux organisations, aux entreprises d'aligner leurs talents à leurs besoins. Puis vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur son X? Tu sais, tu es sur ton X, tu travailles bien aujourd'hui, tu es dans la zone, tu as l'impression que tu es motivé, que les choses vont bien, les choses avancent bien. On connaît ce feeling-là au sentiment personnel. À niveau personnel, on sait à quoi ça ressemble. Imaginez si on était capable de reproduire ça à l'échelle d'une organisation. Bien, Escalon, c'est ça. Ça permet à l'ensemble de l'organisation d'être sur son X en offrant à chacun la chance d'exprimer ses besoins dans une possibilité de création de valeur, tout le monde ensemble, maximiser. Puis pourquoi c'est important? Bien, parce qu'on a découvert sur le marché, je vous cite une étude ici, MIT Sloan Management Review, qui nous dit que les entreprises qui gèrent ces choses-là, leur talent puis leur culture organisationnelle de manière stratégique pour permettre à tout le monde d'être sur son X, puis qui sont sur leur X comme entreprise, bien, on observe chez ces entreprises-là une augmentation de leur performance organisationnelle d'environ 25. Est-ce que ça vous tente 25 d'augmentation de la performance de votre organisation dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui diraient non à ça. Aujourd'hui, on parle de changement dans une organisation. Je suis contente, je vous disais, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet dont je vais avoir l'occasion de parler en plus cet été dans non pas un groupe, mais deux groupes de l'Université Laval où on va parler de changement organisationnel. Fait qu'embarquons dans le sujet. Non, avant d'embarquer dans le sujet, je vous propose des hashtags qu'on vous propose à chaque fois pour chaque webinaire ou si vous nous voyez dans YouTube, ben, pour pouvoir participer aussi. Ben, je vous propose 4 hashtags pour nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la réflexion. Hashtag AHA pour dire, oh, je viens d'avoir une réalisation, quelque chose qui est important, je n'avais pas réalisé à quel point c'était important. Mettez votre commentaire avec le petit hashtag AHA. Hashtag partage, j'ai envie de partager une notion, une lecture, une idée que je viens d'avoir qui me paraît intéressante. Hashtag question, même chose que partage, mais j'attends une réponse. J'ai une question, puis je serais curieuse de savoir où est-ce que ça nous mène. Puis hashtag rendez-vous, ben, c'est un petit peu comme hashtag question, mais j'ai une question peut-être un petit peu plus privée. Puis j'aimerais ça vous la soumettre, puis je ne m'attends pas à une réponse live pendant le webinaire ou dans les commentaires dans YouTube, mais je m'attends à une réponse un petit peu plus privée. Ben, vous nous mettez ça dans votre commentaire, puis on vous contacte après notre webinaire. Le changement dans une organisation, commencez par dire c'est normal. C'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les organisations, entreprises privées, OBNL, organisations publiques et parapubliques. Qu'on pense à l'implantation d'une nouvelle technologie, qu'on pense à une fusion ou acquisition, fusion de deux services. On a eu des nouvelles de la FIC là, tout récemment qui nous parlait du fait que la convention collective qui a été proposée n'a pas été refusée. Puis notamment, l'un des points d'achoppement là, dans ce que je lisais dans le journal ce matin, c'était justement l'idée de pouvoir fusionner différents services dans le domaine de la santé. Une fusion, ça amène des changements dans une organisation. Une reprise, on parle beaucoup de reprenariat au Québec actuellement, ça amène des changements dans une organisation. On peut penser aux améliorations de processus, départ d'employés. Changement, c'est courant, mais à quoi ça ressemble? Bien, je vous propose cette belle petite courbe qui est très dynamique et hein, elle bouge bien. Hein? Cette courbe-là, pour nous, représente ce que c'est qu'un changement dans une organisation. On regarde la ligne verte.
On commence au bout à gauche, on commence un petit peu en haut de la ligne de référence qui est notre compétence de base dans notre organisation. Quand on entame un changement, on a un niveau de compétence dans notre organisation qu'on veut améliorer. Si on implante un changement dans notre organisation, c'est parce qu'on veut devenir de plus en plus performant, de plus en plus compétent dans ce qu'on fait. On veut faire un gain en compétence. Donc, ce qu'on veut, c'est se retrouver au-dessus de la ligne le plus haut possible grâce au changement qui est proposé. Pensons à un changement technologique, la nouvelle technologie qu'on veut mettre en place. On espère faire des gains de performance grâce à cette technologie-là, mais si vous avez déjà changé d'application dans un domaine ou dans un autre, changé de système, si vous avez travaillé dans des endroits comme des centres d'appel, des choses comme ça, qui utilisent des systèmes informatiques un peu évolués, plus évolués que la suite Office, mettons, bien, vous avez perçu que quand il y a un changement technologique, on a l'impression qu'on perd nos repères. On a l'impression d'être moins compétent pendant un petit bout de temps. Le changement organisationnel passe par cette impression de perte de compétences qui est très vécue, qui est très normale. Quand je change de système informatique, il faut que je retrouve mes repères. Mes raccourcis clavier ne fonctionnent plus comme avant. Mes fonctionnalités que j'avais qui étaient bien placées pour moi ont changé de place. Il faut que je me retrouve. Il y a une perte de compétences perçue chez les employés à cause de ça. Mais cette perte de compétences-là, comme le montre la courbe, on espère qu'elle soit temporaire, puis on espère pouvoir faire cet investissement-là de manière à pouvoir réaliser un gain, ce gain attendu-là, et la raison pour laquelle on implante le changement dans l'organisation. Mais pour réaliser ce gain-là, il faut passer par ce qu'on appelle, puis on l'appelle vraiment comme ça dans le domaine du changement organisationnel, la vallée du désespoir. Parce que c'est dur pour un employé qui est à son poste depuis plusieurs années, qui est dans l'organisation depuis 10, 15, 20 ans. C'est dur de sentir qu'on perd nos repères. C'est dur de sentir qu'on a l'impression d'être moins compétent dans le travail qu'on faisait pourtant si bien depuis des années. Ça cause de la fatigue, une fatigue additionnelle, parce qu'on se cherche, parce qu'on perd du temps. Ça cause du doute, des remises en question. On a l'impression de ne pas retrouver nos repères dans notre organisation. Le changement, ça fatigue, puis l'accumulation, ça fatigue dans une organisation. En fait, dans nos organisations de nos jours, les changements sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fréquents aussi. Ce qu'on remarque, c'est que le cycle des changements est de plus en plus court. Puis la courbe, elle commence à ressembler à ça ici. Je veux vous parler d'un cas qu'on a vécu en consultation. C'était avec le groupe Promutuel. C'était une des sociétés qui sont membres du groupe Promutuel. C'est des mutuelles indépendantes. On avait travaillé avec l'une d'elles qui avait vécu, puis là, je vais vous faire la liste très rapidement des changements qu'ils avaient vécu avant de nous recevoir dans un mandat de consultation. Il y avait eu une fusion de deux bureaux ensemble. L'un de ces deux bureaux-là avait trois succursales qui ont fusionné par la suite entre elles. Donc, deux vagues de fusion dans les mêmes bureaux. Après ça, il y a eu la fermeture de bureaux dans un des villages qui desservait. Après ça, il y a eu un changement des systèmes téléphoniques qui sont passés à la téléphonie IP, ça fait quelques années. Après le changement de système téléphonique, on a décidé de changer le système informatique de suivi des dossiers. C'est quand même dans un Promutuel, c'est dans le domaine de l'assurance, donc le suivi des dossiers est quelque chose d'assez réglementé. Les normes qui doivent être respectées sont assez strictes. Alors, quand on change de système informatique, vous imaginez à quel point ça peut être difficile pour des employés de se retrouver. Donc, on a eu tous ces changements-là. Ah oui, puis un changement à la haute direction aussi et un changement au niveau des équipes, des gestionnaires des équipes. J'en ai nommé 6. Si c'était 6 en 6, 7, 10 ans, ça irait bien. Mais tous ces changements-là ont été vécus dans le même délai d'environ 18 mois. Quand on pense à la courbe du changement pour ces employés-là, bien, vous voyez comme à chaque changement, on a une petite perte de compétences, une augmentation de la fatigue, une augmentation du doute, et puis on vient comme pas à bout de rattraper ce qu'on avait à la base comme compétence initiale. Notre compétence actuelle diminue avec le temps et on n'arrive plus parce que le rythme des changements est tellement soutenu, on n'arrive plus à rattraper la compétence initiale qu'on avait avant. Deux choses ici. La première chose, c'est que les gains qu'on espérait réaliser avec les changements proposés ne se réalisent pas, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de revenir au-dessus de la ligne. Hein? L'autre chose qu'on peut imaginer, c'est comment est-ce que les employés se sentent? Bien, ils se sentent un petit peu comme notre Sisyphe en bas à droite avec sa grosse roche sur le dos.
on finit par se fatiguer. Puis on se fatigue à faire le même travail qu'on faisait avant. Ces employés-là n'ont pas changé de poste, ils n'ont pas changé de conditions d'emploi comme telles, c'est l'organisation qui a changé autour d'elle. Un petit peu comme il y a 2 semaines, on parlait du monde qui change autour de l'organisation. Bien, cette fois-ci, dans le changement organisationnel, c'est l'organisation qui change autour des employés. Cet écart de compétences-là, cette fatigue organisationnelle-là, ben c'est ça la résistance au changement qui s'accumule chez nos employés. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est notre cas? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que notre organisation est dans cette situation-là? On vous propose quelques symptômes de résistance ici chez les employés. Ce qu'on va les entendre dire, nos employés, c'est on n'est pas bien aidé, on n'a pas les bons outils pour travailler. Le changement qu'on propose maintenant, ça va causer des problèmes, c'est inutile, c'est pas pertinent ou c'est pas adapté à notre situation. Les employés vont le dire ça. Ils vont aussi dire dans une autre catégorie, j'ai pas le temps pour participer à ce projet-là, c'est plus de travail, ça m'en demande trop. Ou encore, on va nous dire, vous connaissez pas notre réalité, nos valeurs, on est en train de réinventer quelque chose qui fonctionnait déjà, ça n'a pas de sens, je comprends pas c'est pour qui ce changement-là. Puis on a des employés qu'on appelle peut-être plutôt moins résistance active, mais plutôt c'est la majorité silencieuse des employés qui risquent de dire, ben, moi je ne dis pas non au changement par principe, mais il semble y avoir trop de risques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand nos employés nous disent ça? Ben, ils veulent dire, on n'est pas aidé, on n'a pas d'outils, je me sens en déséquilibre dans mes tâches, j'ai l'impression de manquer de compétences au quotidien. L'employé ne dira pas, je me sens incompétent parce que ça fait des années qu'il fait la même job. Il a ce sentiment de compétence-là, mais il a l'impression que c'est comme le sable sur une plage, là, que ça s'effrite dans ses mains, puis il n'est pas capable de rattraper le rythme. Ça va causer des problèmes. Quand un employé nous dit ça, ben, il nous dit en fait attention aux effets secondaires du changement, les effets qui sont indésirables d'un changement, comme le changement d'un gestionnaire ou un changement de système informatique. Les changements de système informatique, souvent, sont faits en fonction de la base de le 80% des tâches qui sont régulières, qui se font tout le temps, qui se font bien. Et puis souvent, on oublie un petit peu les cas particuliers, les cas de fin de cycle, par exemple, fermeture de mois, fermeture d'année, des moments comme ceux-là, quand on fait l'inventaire des stocks en fin d'année, ces moments-là sont souvent moins bien pris en compte dans un changement, notamment technologique. Quand on parle d'effets secondaires indésirables, ben, c'est dans des moments comme ceux-là qu'on les voit se réaliser. Puis les employés, ils savent parce que ça fait des années qu'ils font ces tâches-là, même s'ils ne les font pas tous les jours. Hein, un inventaire, on fait ça généralement une fois par année. Ben, néanmoins, ils vont être sensibilisés, eux, à ces effets secondaires potentiels-là. C'est inutile, c'est pas pertinent, c'est pas adapté. Dans le fond, les résultats réels que j'observe ou les résultats attendus du changement sont pas probants. En fait, le changement proposé n'a pas fait ses preuves ou les gestionnaires qui l'ont proposé n'ont pas fait leurs preuves. Je n'ai pas le temps, ben, c'est des problèmes d'intégration aux autres tâches. Nos employés ont d'autres tâches à réaliser dans leur quotidien qui viennent mal s'intégrer au changement proposé ou encore les employés ne perçoivent pas la pertinence du changement qui a été proposé ou comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Ça arrive très souvent. On va y revenir tantôt. Les symptômes de résistance chez les membres de la direction. Mes employés ne sont pas prêts. Mes employés ne sont pas motivés. On l'entend beaucoup. On avait une gestionnaire dont on taira le prénom. Du coup, j'ai tellement le goût de la nommer, mais j'ai dit qu'on taira son prénom, fait qu'on ne nommera pas son prénom. Elle nous disait très régulièrement, mes employés ne sont pas motivés, mes employés ne sont pas motivés, puis on lui disait toujours, j'ai failli dire son prénom, oui, mais cher ami, tes employés sont très motivés, mais ils vont être motivés par leurs vacances, ils vont être motivés par la fin de semaine qui s'approche, ils vont être motivés à retrouver leur famille à la fin de la journée, ils ne sont pas motivés à ce que toi, tu voudrais. Comment est-ce que tu peux les motiver à leur tâche au travail? En fait, les sources de motivation des employés, il faut poser la question lesquelles elles sont, leur demander aux employés pour savoir quelles elles sont, parce que sinon, on ne peut pas les inventer. Les employés manquent de compétences ou de formation, nous diront nos membres de la direction. On a toujours fait comme ça. Quelque chose qu'on entend très souvent. Le changement est trop cher, coûte trop cher, il est inutile. Ou encore, si les concurrents ne le font pas, pourquoi est-ce que nous, on en a besoin? Je vous propose une solution très simple. C'est rare qu'on ait des baguettes magiques, mais ici, j'ai une baguette magique à vous proposer. C'est tout simplement l'écoute. L'écoute des employés, c'est les impliquer dans les processus, dans le changement organisationnel, c'est poser des questions ouvertes. C'est quoi la différence entre les questions ouvertes et des questions fermées? Questions fermées, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ben, je réponds par oui ou par non, puis la discussion s'arrête là. Question ouverte,
Comment tu vas aujourd'hui? Ah ben, puis j'ai envie de développer. Donc, qu'est-ce que le changement représente pour toi? Quels obstacles peux-tu observer? Quand on pose des questions ouvertes, ben, ça nous permet d'aller au-devant des éventuelles résistances de nos employés pour être plus proactifs. Peux-tu m'en dire plus? Est une question que je vous propose qui est un petit peu magique aussi, qui fonctionne non seulement en gestion du changement, mais à tous les niveaux dans une relation avec un employé dans une organisation, puis même dans les relations personnelles également, des amis, etc. Peux-tu m'en dire plus quand quelqu'un a besoin de se livrer, de parler de quelque chose qui lui tient à cœur? Est une question magique. Comme je disais, c'est rare qu'on ait des baguettes magiques pour de vrai, mais celle-là en est une dans une certaine mesure. Donc, on a observé quelques symptômes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire avancer des changements dans une organisation? Disons que j'ai eu des symptômes, puis là, je me dis, bon, je veux me responsabiliser, je veux me mettre en action, je veux mettre mon organisation en action. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une organisation, on a un certain capital de confiance de la part de nos employés. On a des domaines auxquels on peut penser, dans lesquels des organisations publiques en particulier disposent de plus ou moins de capital de confiance de la part de leurs employés. Ce capital de confiance-là, c'est une disposition, on va dire par défaut, hein, à participer à un changement organisationnel. C'est une disposition à offrir le meilleur de soi-même. Et puis, on a une certaine résistance à différents changements. Cette résistance-là vient de la fatigue de la courbe qu'on avait observée. Puis, chaque changement dans une organisation, dans le fond, va venir ajouter à notre dette de confiance. Donc, on vient puiser dans notre capital de confiance et puis on va amener nos petites billes de capital vers du côté de la résistance au changement. Cette dette de confiance-là, elle avance avec chaque nouveau changement. Donc, la première question à se poser avant un changement organisationnel, c'est est-ce que mon capital de confiance me permet de mener à bien le changement que je propose? Comment on le sait? Ben, c'est à travers des commentaires comme ceux qu'on voyait dans les deux diapositives précédentes. Quand on reçoit des commentaires comme ceux-là de notre équipe, la réponse tend à être non. Comment est-ce que les billes reviennent après ça à gauche? Disons qu'on a rempli notre sac de résistance au changement, puis on veut ramener les billes sur la gauche dans notre capital de confiance, mais c'est à travers le temps, puis en investissant dans la confiance avec notre équipe. Dans le fond, c'est en réalisant les gains qu'on proposait, là, c'est en ramenant la courbe au-dessus de la ligne qu'on avait, la ligne de base. Quand on ramène la courbe au-dessus de notre ligne de base de sentiment de confiance, de compétence, ben, on réalise des gains non seulement théoriques par rapport au changement qu'on propose, mais des gains qui vont être perçus par l'équipe. Ces gains perçus-là vont ramener la confiance dans l'équipe. Comment est-ce qu'on fait avancer des changements à ce moment-là? Ben, je vous le mets ici de manière plus visuelle. Notre courbe de changement à gauche montre une certaine fatigue organisationnelle après beaucoup de changements. Quand on prend le temps de remonter la confiance et de rebâtir cette confiance-là, ben, on ramène notre courbe au-dessus des gains par rapport à notre niveau de confiance initial avant l'instauration des changements. Ben, ce qu'on veut, dans le fond, c'est réaliser ces gains-là éventuellement. Et quand on les réalise, ben, on redonne confiance à nos employés en eux-mêmes, en l'organisation et en nous comme gestionnaires. Les conditions gagnantes d'un changement organisationnel, conditions gagnantes selon, on appelle ça le modèle de Hunt de la London Business School, qui nous propose 5 étapes assez simples. Les employés doivent percevoir une pression de changer. On peut appeler ça l'urgence d'agir aussi. Il faut changer pour une raison qui est très claire pour moi. Quand je perçois la pression de changer, ben, c'est dur pour moi de ne pas être d'accord avec le changement parce que je comprends les conséquences de ne pas changer. Faire preuve de leadership, faire preuve de vision. J'ajoute faire preuve d'écoute ici. Hein, le leadership, la vision, ça passe non seulement par une communication de la vision qu'on a, de ce qu'on veut réaliser comme gain, mais aussi de l'écoute, être à l'affût des symptômes qu'on voyait tantôt. On ajoute des personnes capables. Des personnes capables, ça veut dire deux choses. Ça veut dire non seulement des employés qui vont être capables de réaliser les tâches qu'on se propose de leur donner avec le changement. Pensons encore une fois à un changement technologique, l'implantation d'un système. Est-ce que nos employés vont être capables d'utiliser le système? On pense aussi, comme personne capable, à notre leadership au niveau de la direction. Est-ce que nos dirigeants ont les capacités pour mener à bien le changement et est-ce que c'est perçu comme ça par nos employés? Est-ce que l'ensemble des employés dans l'organisation perçoivent la direction comme étant des personnes capables de mener à bien le changement qui est proposé?
Ce qui va être très concret, ce qui va aider beaucoup pour démontrer que la direction comprend des personnes capables de mener à bien ce changement-là, ça va être des premiers pas concrets. Des premiers pas concrets, ben, c'est des premières étapes dont on peut observer objectivement qu'elles livrent des résultats. Les premières étapes, ce n'est pas l'ensemble de l'implantation d'un projet, mais c'est des petits succès hein, sur la route. Quand on pense en matière de gestion de projet, ben, c'est des étapes qui avancent et qui avancent bien. Et on va ajouter des récompenses efficaces en termes de célébration, en termes de remerciements, pas des remerciements comme des mises à pied, mais de dire merci à les employés. Et puis quand on a la pression de changer, hein, l'urgence d'agir est perçue chez nos employés, on fait preuve de leadership, on arrive à communiquer une vision efficacement. On a des personnes capables dans notre équipe, mais surtout au niveau de la direction, nos personnes à la direction sont capables de mener à bien le projet proposé. On observe des premiers pas concrets et on observe un programme de récompense efficace pour remercier nos employés de leur participation. Ben, ça nous donne une implantation réussie. Puis vous avez en dessous les conséquences à chacune des étapes quand celle-ci fait défaut. À défaut de percevoir la pression de changer, l'urgence d'agir, à défaut de comprendre que le changement est vraiment nécessaire, nos employés vont éprouver de l'indifférence, éventuellement de la résistance envers le projet. À défaut d'un sentiment, d'un leadership efficace, à défaut de comprendre la vision du projet qui nous est proposé, nos employés vont ressentir de la désillusion. Ils vont se tanner en bon français. À défaut de percevoir que l'ensemble de l'équipe est composé de personnes capables de mener à bien le projet, bien, on va observer des erreurs. On va observer aussi du désengagement à cause de ces erreurs-là. Des erreurs vont Qu'est-ce qui arrive quand on... Survenir, on peut dire ça. J'allais dire des erreurs vont se réaliser. Ça ne se réalise pas, une erreur. Des erreurs vont survenir en cours de projet. Premier pas concret, quand on n'a pas de premier pas concret observable, ça cause de la frustration, ça cause du découragement. Puis ici, il y a un petit piège, c'est que bien souvent, les membres de la direction vont les voir, les premiers pas concrets, parce qu'ils parlent régulièrement, par exemple, avec les consultants qui sont chargés de la mise en place. Tu sais, pensons, je reste avec mon exemple d'implantation technologique, on a des consultants en TI qui viennent, bon, nos dirigeants discutent avec les consultants en TI, savent que les premiers pas avancent bien, que les premières étapes du projet, on respecte le calendrier, tout avance très bien. Sauf qu'on ne le communique pas aux employés. Comment ils vont le savoir? Ils ne percevront pas ces premiers pas concrets si on ne les communique pas. Donc, ils vont observer ils vont ressentir la frustration, du découragement par rapport au projet. Et les récompenses efficaces, pourquoi c'est important? Parce que sinon, on a tendance à s'essouffler. Repensons à notre courbe. Les récompenses, c'est aussi l'idée le sentiment d'avoir fait des gains en termes de compétences, d'avoir réalisé qu'on avançait puis qu'on était meilleur que ce qu'on était avant. C'est une récompense en soi, puis si on n'a pas ça, ben, on finit par s'essouffler. Donc, on a ici toutes les conditions importantes et les conséquences quand il en manque une. Évidemment, s'il en manque plus qu'une, ben, tout ce qu'on fait, c'est accumuler des conséquences, ce qui n'est pas particulièrement avantageux. Donc, voyons maintenant les meilleures pratiques pour éviter ces conséquences-là. Donc, déjà, établir un consensus sur le besoin de changer. Expliquer à l'ensemble de l'équipe qui est concernée, les bénéficiaires du changement, pourquoi on est obligé de changer? C'est quoi la vision? C'est quoi qu'on veut obtenir grâce à ça? Puis c'est pourquoi c'est urgent d'agir maintenant? Pourquoi ce changement-là, il est nécessaire là, là? Ben, quand on communique bien l'urgence d'agir, ben, ça permet justement d'éviter ce désengagement-là des employés qui disent ben, je ne comprends pas à quoi ça sert. Écouter, faire preuve d'écoute active plutôt que d'essayer de convaincre. Donc, quand on en reçoit des objections comme la liste des symptômes qu'on avait tantôt, ben, écoutez, puis essayer de comprendre avec les baguettes magiques qu'on a vues tantôt, peux-tu m'en dire plus? Poser des questions ouvertes afin de bien comprendre la réalité des gens qui expriment leurs objections plutôt que d'essayer de les convaincre. En général, si ta phrase, pardon, en général, si ta phrase elle commence par oui, mais, ben, tu es plutôt en mode convaincre qu'en mode écoute. Tenir compte des leaders d'opinion. C'est quoi un leader d'opinion dans une organisation? Les leaders d'opinion, ils sont le fun parce que c'est souvent pas des leaders formels. C'est des gens qui sont des plaques tournantes un petit peu de la vie sociale de notre organisation. C'est des gens qui soient en position de direction, dans un poste de direction ou de management ou pas, c'est des gens qui ont tendance à faire connaître leurs opinions et qui sont respectés par leurs pairs. On en a connu une dans un mandat de consultation. Elle s'appelait Nathalie, elle travaillait en comptabilité. Ce n'était pas la contrôleure, ce n'était pas la vice-présidente. Elle était
dans l'équipe de comptabilité, mais quand Nathalie parlait, ben, on avait tendance à faire confiance à Nathalie. Pourquoi? Ben, parce que ça faisait 15 ans qu'elle était dans l'entreprise, parce qu'elle avait des bonnes relations, des relations de confiance avec tous ses collègues. Elle n'était pas dans une position de leader formel, elle n'avait pas d'autorité hiérarchique dans l'organisation. C'était une leader d'opinion. Puis si on arrive à parler à Nathalie puis à convaincre, réussir à faire comprendre à Nathalie l'urgence d'agir dans le changement proposé, ben Nathalie devient un petit peu une ambassadrice du changement proposé auprès de ses pairs. Ce n'est pas une leader hiérarchique, c'est une leader donc d'opinion et son opinion compte pour ses pairs. Donc, ça va nous permettre de faire avancer le projet et surtout d'obtenir la crédibilité grâce à ce canal social, ce canal qui n'est pas hiérarchique mais qui est horizontal dans l'organisation. On va clarifier les attentes. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans l'organisation à travers le changement proposé? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Quels efforts je vais devoir fournir? Plus les employés ont des réponses claires à ces questions-là, plus ils se sentiront en contrôle, moins ils auront peur de ce sentiment de perte de compétences dans le creux, là, dans la vallée du désespoir de la courbe du changement organisationnel. Tâchez d'obtenir une masse critique de gens qui adhèrent à un changement organisationnel à travers les leaders d'opinion en particulier, en clarifiant les attentes pour tout le monde. La masse critique de personnes qui vont adhérer à un changement pour assurer la réussite d'un changement, ben, ce n'est pas 100% des gens, c'est en fait une majorité, hein, c'est tenir compte de la majorité silencieuse, mais quand on a des gens qui sont très intéressés au projet, puis quand on a plus de ceux-là que de gens qui sont opposés au projet, puis qu'on a une bonne majorité qui, dans le fond, n'est ni très enthousiasmé ni opposé au projet, mais on a une masse critique suffisante, hein. Il s'agit d'avoir un levier qui va être plus efficace du côté du changement que du côté de la résistance. Puis quand on a ça, ben, c'est suffisant. Comment est-ce qu'on fait? En clarifiant les attentes, en écoutant nos gens, en tenant compte des leaders d'opinion et en les utilisant comme des ambassadeurs du changement. On va identifier des indicateurs de mesure et des échéances. Comme disait mon prof de statistique préféré, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. C'est un petit peu le slogan préféré des MBistes. Quand on a fait un MBA, on pense à ça en se levant le matin. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Si je veux m'assurer d'avoir réussi mon changement organisationnel, réussi, ça veut dire quoi? De quelle manière est-ce que je vais observer la réussite? Ben, c'est à travers l'atteinte des objectifs que je me serai fixé. Plus mes objectifs seront clairs et facilement mesurables, plus mes objectifs seront smart, mais il me sera facile de savoir si mon changement avance bien et s'il est réalisé ou pas. Et on va célébrer tous les gains, pardon. Vous vous souvenez de l'importance de célébrer, de remercier, de profiter des moments pour démontrer l'avancement du projet. Quand on célèbre tous les gains, petits et grands, on inspire confiance dans notre équipe, on inspire l'idée que les choses avancent bien et on favorise justement ce sentiment ou du moins le maintien d'un sentiment de compétence au sein de l'organisation. Il nous reste une meilleure pratique qui est encore une baguette magique assez efficace. Communiquer, communiquer, communiquer. On n'en sort pas. C'est le truc fondamental en gestion du changement. Communiquer l'urgence d'agir, communiquer à travers une écoute active et en faisant preuve d'empathie envers les gens qui vont être affectés par le changement. Communiquer avec nos leaders d'opinion et les encourager à communiquer avec leurs propres relations sociales au sein de l'organisation. Communiquer en clarifiant les attentes, puis sans avoir peur de répéter. Souvent, on a des gestionnaires, quand on fait des mandats de consultation en gestion du changement, on a souvent des gestionnaires qui vont nous dire: «Oui, mais je l'ai déjà dit ça aux employés». Ben oui, mais peut-être que quand tu l'as dit, il y avait quelques employés qui n'écoutaient pas. Peut-être qu'il y avait des employés qui étaient absents ce jour-là ou qui n'étaient pas, tu sais, au même moment, au même endroit. Peut-être que tu as des employés qui préfèrent les conversations orales, d'autres qui préfèrent les médias écrits. Est-ce que tu l'as communiqué à l'oral dans une réunion? Est-ce que tu l'as communiqué en privé, hein, dans une conversation privée? Est-ce que tu l'as communiqué à travers un courriel, par exemple, dans le site intranet de l'entreprise, si vous avez un site intranet? Plus on communique, plus on répète les messages, plus on répète les attentes telles qu'elles sont aussi claires que possible, plus on répète les indicateurs de mesure afin que tout le monde les comprenne. Combien de fois j'ai dit répète? Je pense que le message est assez clair. Donc, communiquer, c'est important. En résumé, ben, je reviens à l'exemple qu'on avait tout à l'heure de Promutuel. Ça, c'est leur bureau. Je pense,
Je ne sais pas si c'est les bureaux de cette... En tout cas, il y en a plusieurs, des promutuels. Je ne sais pas si c'est le bon bureau. Toujours est-il que qu'est-ce qu'on a fait quand on a été confronté à la courbe qui ne voulait pas remonter à cause du rythme des changements? Bien, l'une des choses qu'on a mises en place, ça a été justement de communiquer les premiers pas de différents changements. La difficulté qu'on avait, c'était qu'il fallait différents messages à différents moments parce qu'on avait plusieurs changements en cours. On a été obligé de prioriser ces changements-là afin de clarifier les attentes, afin de clarifier les indicateurs de réussite des changements qui étaient les plus importants et de prioriser pour rétablir un petit peu un sens d'équilibre dans le quotidien des gens. Réduire la résistance au changement dans une organisation comme celle-là, ça a été d'abord rétablir la confiance à travers ces gestes-là. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On est revenu aux énoncés de mission, de vision, aux valeurs de l'organisation. On les a partagées au quotidien dans l'organisation. On a fait imprimer des grandes affiches avec les énoncés de mission, avec les différentes valeurs. Puis on ne s'est pas limité aux valeurs, mais on s'est limité à ce qu'elles voulaient dire les valeurs. Donc, pour chacune des valeurs, il y avait le service à la clientèle, qui était une valeur qui avait été choisie par l'équipe. Bien, on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Donc, offrir un service qui est conforme aux normes de l'industrie, parce qu'on est encore une fois dans une industrie très réglementée, un service rapide, en anglais on dit timely, hein, qui est livré sans délai, etc. Donc, on explique chacune des valeurs afin de développer à travers les énoncés de mission, de vision et les valeurs de l'organisation, développer un vocabulaire commun pour l'ensemble de l'équipe. C'est rassurant, ça permet de clarifier les attentes parce que les attentes fondamentales, c'est toujours pour chacun de réaliser la mission ou leur part de la mission de l'organisation. On a établi un échéancier des changements, hein, j'en parlais tantôt. Beaucoup de changements en même temps, ça veut dire un défi au niveau de la gestion des priorités. Donc, gestion des priorités, on a établi un échéancier plus clair de chacun des changements, puis un échéancier qui respectait justement la courbe d'apprentissage puis la courbe de fatigue des employés afin de réduire la résistance accumulée à travers cette fatigue-là. Ça nous a obligés à reconnaître la réalité des employés. Reconnaître leur réalité, ça voulait dire aussi, encore une fois, faire preuve d'écoute active pour bien comprendre leur réalité. Je me souviens d'une des choses qui est arrivée, puis ça, ça ne s'invente pas, là, mais hein, je vous disais qu'à travers les différentes fusions que l'entreprise avait vécues, il y avait des fusions où on a fermé certains bureaux. Puis à cause du fait qu'on avait fermé certains bureaux, on a réorganisé les équipes. Puis parce qu'on a réorganisé les équipes, on a été obligé de réorganiser les horaires. Puis on a des employés qui travaillaient de 8 heures à 4 heures toute la semaine. Bien, ces employés-là, à travers la réorganisation des horaires, ont été obligés d'assurer une permanence sur d'autres plages horaires également. Fait qu'il y a des jours où ils commençaient à 9 heures pour finir à 5 heures, puis il y a des jours où ils finissaient à 6 heures. Puis on a eu énormément de résistance de la part des employés qui ne voulaient rien savoir de finir à 6 heures, jusqu'à ce qu'on réalise en fait que, puis ils étaient très concentrés dans un village en particulier, les employés de ce bureau-là ne voulaient pas finir à 6 heures. Alors, quand on est en mode convaincre, bien, on dit, ben oui, mais on a des appels qui rentrent de nos clients jusqu'à 6 heures. Donc, tu es obligé d'être là jusqu'à 6 heures. Puis notre gestionnaire, c'était un petit peu ça son attitude. On était en mode convaincre plutôt qu'écouter. Tu es obligé de rester jusqu'à 6 heures. Quand on s'est mis en mode écoute, écoute active, peux-tu m'en dire plus sur ta situation? Bien, ce qu'on a réalisé, c'est que les employés qui s'opposaient, concentrés dans un village en particulier, concentrés dans des pères et des mères de famille avec des jeunes enfants. Ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que le CPE, dans ce village-là, il fermait à 6 heures, à 4h30. À partir de 16h30, ces gens-là avaient un problème grave parce que ben, ils étaient en retard pour aller chercher leurs enfants en bas âge au CPE, à la garderie, là. Donc, du coup, ben, c'est pas qu'ils ne voulaient pas finir à 6 heures, mais c'est qu'ils avaient une contingence, une obligation qui était très difficilement négociable. Souvent, ben, le conjoint ou la conjointe ne pouvait pas aller chercher les enfants et tout. Quand on fait preuve d'écoute active, on lève des phénomènes comme ceux-là. Ça semble être un exemple très banal. Puis la gestion des résistances au changement, c'est souvent des exemples, on dit-tu banal ou banaux? En tout cas, c'est souvent très banal, ces exemples-là, finalement. Hein? Comment j'ai retourné la phrase pour que ça fonctionne. Et plus on écoute, plus on communique à répétition, quitte à répéter les messages, bien, meilleur sera notre travail d'accompagner nos employés d'une manière proactive dans la gestion de nos changements. Donc voilà pour notre présentation d'aujourd'hui.
Question, je vous pose toujours la question, si vous nous voyez dans YouTube, vous nous laissez votre réponse dans les commentaires. Avec quelle leçon repartez-vous aujourd'hui? Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce que Escalon peut faire pour votre organisation, ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Ça peut être aussi simple que de nous écrire dans le chat dès maintenant. Prochain webinaire, on parle de créativité puis de diversité. On va avoir beaucoup, beaucoup de fun le 30 avril prochain à midi. Pour s'inscrire, vous avez le lien à l'écran. Puis le thème officiel, la diversité augmente-t-elle vraiment la créativité? On part toujours du principe que la diversité, l'égalité, l'inclusion, c'est positif, c'est bien, parce que ça fait des entreprises, des organisations plus créatives. Dans 2 semaines, on parle de comment. Comment est-ce qu'on réalise ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis quelles sont les opportunités qu'on peut saisir pour notre organisation? Fait que merci d'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Hein? Est-ce que lo paraste?